Vous êtes artisan ou vous souhaitez devenir artisan. Vous allez donc pour ça, évidemment, créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est investir, c'est s'endetter, c'est prendre des risques. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut développer sereinement une entreprise et prendre des risques sans mettre en danger sa famille et son patrimoine personnel? C'est une question qui est extrêmement importante et vraisemblablement, si vous hésitez à créer votre entreprise, c'est parce que peut-être vous voulez pas mettre votre famille en danger et on peut le comprendre, c'est une bonne décision. Aujourd'hui, on est dans la main forte. Je suis en compagnie de Maître Burgan pour répondre à ces questions. Mais tout d'abord, jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Alors, vous êtes donc Maître Burgan, notaire à Toulouse. Vous êtes mon notaire, donc merci à vous. Évidemment, c'est un sujet qui est assez important quand on démarre son entreprise. Tout d'abord, est-ce qu'avoir une entreprise, c'est mettre en danger sa famille ou son patrimoine personnel? Non, c'est gérer son entreprise qui est mettre en danger. Et mal la gérer, parce que si on la gère bien, on enrichit au contraire. D'accord. Alors, est-ce que néanmoins, on ne sait pas avant d'avoir créé sa boîte si on va bien la gérer ou si on va mal la gérer? Alors, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place peut-être pour protéger sa famille au cas où on serait soit un mauvais gestionnaire, soit il peut aussi nous arriver un accident? Bien sûr. Alors, la première des solutions, c'est le divorce. Comme ça, on ne mettra pas en danger. La deuxième, c'est vrai, c'est important. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé. Oui, absolument. La deuxième, évidemment, c'est de se dire, si je divorce, je ne pourrai pas l'enrichir. Donc, il faut accepter ce risque. On ne peut pas accepter de s'enrichir sans prendre le risque de s'appauvrir. Sinon, il faut rentrer dans la fonction publique. Donc, c'est quand vous choisissez d'être indépendant, alors que ce soit artisan ou commerçant au sens plus large, mais de toute façon, vous choisissez un phénomène à risque. Dans ce phénomène à risque, eh bien, avant de démarrer, on va faire une balance. Qu'est-ce que vous avez déjà ? Et est-ce que vous acceptez de risquer ce que vous avez déjà pour l'illusion de ce que vous espérez ? C'est une bonne question à se poser. C'est une bonne question à se poser, mais il y a aussi la question de se dire, dans la phase où je vais m'enrichir et qu'effectivement je suis marié, c'est l'intégralité du ménage que je vais enrichir de cette manière-là également? Non, pas forcément, parce que de toute façon, la propriété en France, comme dans beaucoup de pays, est une propriété individuelle. Donc ce n'est pas parce que la femme est riche que le mari est riche, et vice-versa. Ah mince. Donc aujourd'hui, et oui, hélas, voilà. Donc aujourd'hui, quand on rentre dans une situation à risque, et une situation qui pourrait être à profit, la première des choses à faire, c'est de faire un bilan. Et dans ce bilan, on dit, où en suis-je et où vais-je ? Avec qui je fais ce bilan? Avec moi, par exemple. Ah, donc... Mais vous pouvez faire le bilan avec beaucoup de personnes parce que les résultats ne seront pas les mêmes. C'est un peu comme un bilan médical. Un homéopathe ne vous répondra pas comme un chirurgien. Donc, il faut parler avec son comptable, il faut parler avec un notaire, il faut aussi parler avec un avocat. Parce que dans un cas, on prend des responsabilités, c'est du domaine de l'avocat. Dans un autre cas, on se présente au fisc, c'est du domaine du comptable. Et dans le dernier cas, on accumule, et là, c'est du domaine du notaire. Alors, s'il arrive une grosse catastrophe à mon entreprise, et que je suis peut-être marié avec ma femme, vraisemblablement sous le régime de la communauté, parce que on voit que c'est un régime qui est très très courant en France. Est-ce que si mon entreprise fait faillite, je risque de perdre ma maison et peut-être les biens de ma femme ou ce genre de choses? Alors non, vous ne risquerez de perdre les biens de votre femme. D'abord, vous ne perdez pas les biens de votre femme, c'est elle qui les perd. Oui. Il faut garder un vocabulaire direct sur l'opération. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Oui. votre femme ne perdra ses biens que si elle s'est immiscée dans votre activité et que l'on puisse la considérer comme un associé de fait. Mais si votre femme est restée bien à l'écart, si par exemple vous avez épousé une fonctionnaire qui n'est jamais rentrée dans votre entreprise, il n'y a aucun risque. Aucun. Mais vous perdrez peut-être vos biens si vous vous êtes engagé. Et la maison, vous pourriez la perdre éventuellement si la maison était à votre nom. Si la maison est au nom de votre femme et qu'elle ne soit pas impliquée dans vos affaires, vous ne la perdrez pas. En revanche, vous pourrez avoir fait une déclaration disant que vous voulez extraire la maison de vos responsabilités. Cette déclaration se fait chez un notaire, mais c'est une réforme totalement inutile parce qu'aucun banquier ne vous laissera signer un engagement de crédit sans vous demander de renoncer spécifiquement à cette disposition. Donc, c'est une illusion.
C'est hyper inquiétant ce que vous dites là. Ça veut dire quand même que monter son entreprise, créer son entreprise, en cas de pépin, on risque de me prendre ma maison. Bien sûr. Même si la moitié de la maison est à ma femme. Bien sûr. Mais dites-vous bien aussi que si vous vous payez votre maison grâce à un été exceptionnel parce que vous êtes marchand de glace, Ouais. on va vous la laisser à vous, la maison. Ouais. Donc, si vous voulez, les réussites exceptionnelles comme les faillites exceptionnelles, ça fait partie des risques de l'indépendant. Sinon, il faut qu'il fasse fonctionnaire. Ok. Est-ce que j'ai quand même un moyen de protéger ma famille? La solution, ça serait que la maison, par exemple, soit au nom de ma femme. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est quelque chose que l'on fera au fur et à mesure et que dès que vous aurez accumulé quelque chose qui est à protéger, vous reviendrez voir votre notaire, votre conseiller préféré, de toute façon, et vous lui direz comment je le mets à l'abri. Et là, le premier conseil sera de vous dire, vous pouvez le mettre au nom de votre femme, vous pouvez faire une donation aux enfants, mais sachez que vous vous dépouillez en le faisant. Et en vous dépouillant, pour les banquiers, vous êtes quelqu'un de moins responsable. Donc, ils vous soutiendront peut-être moins bien à votre prochaine opération. C'est important aussi. C'est important de savoir qu'effectivement, le banquier regarde le patrimoine personnel et les garanties qu'il va pouvoir prendre au moment où, effectivement, on va devoir investir. L'entreprise va devoir investir, mais le banquier regarde ce qu'on a à titre personnel et effectivement, il aime bien avoir des cautions sur ce genre de choses. Donc, comme vous l'avez dit, monter une entreprise, créer, il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre ce risque-là, de tout perdre, si on veut gagner. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artisans qui viennent vous voir pour vous poser des questions quand ils démarrent leur entreprise? Pas assez, parce que souvent on voit des artisans, effectivement, qui ont réussi, et tant mieux pour eux, et qui ont accumulé là où il ne fallait pas. Ça aurait été plus intéressant que l'on puisse prévoir, mais de toute façon, chaque fois, c'est personnalisé, parce que la réponse ne sera pas la même pour quelqu'un qui a le malheur d'avoir un enfant handicapé à protéger, pour quelqu'un qui a repris l'entreprise de ses parents avec l'accord de son frère, l'accord tacite de son frère qu'il n'a pas indemnisé, donc il va traîner longtemps, pendant qu'il reprend l'entreprise de ses parents, il va traîner longtemps une dette avec son frère. S'il réussit dans le développement de l'entreprise, la dette avec son frère va grossir, alors qu'on aurait pu y penser avant. Eh oui. Il y a beaucoup de choses qui sont à anticiper et qu'on ne peut anticiper qu'avec une longue conversation pour définir un genre de profil d'avenir de la personne. Alors c'est rigolo parce que moi, quand j'ai monté mon entreprise, je n'ai pas pensé à aller vous voir. On s'est rencontrés par le biais d'acquisitions et c'est au cours de ces acquisitions et des nombreux échanges que nous avons eus ensemble que j'ai vu la pertinence de consulter son notaire. Mais j'aurais eu l'impression de vous embêter si j'étais venu vous voir avant avec, j'ai envie de dire, pas d'opération à la clé. Quand on a une opération de vente, on sait qu'on va vous faire travailler, mais on n'est pas habitué à solliciter le notaire à titre de conseil parce que vous facturez pas de frais quand on vient vous demander à titre de conseil, vous poser des questions. Oui, on ne le fait pas parce qu'en fait, pour nous, ça fait partie de la mise en place de notre travail principal qui est celui de la régularisation d'actes qui vont changer votre situation, l'héritage, le mariage, la vente, l'achat d'un bien, etc. Et donc, c'est un complément pour mieux asseoir votre nouvelle situation juridique. Et quand on vous donne un conseil là-dessus, eh bien, le conseil, c'est basé sur l'expérience et les cas pratiques que nous avons rencontrés, plus la mise à jour de la législation actualisée. Est-ce que vous n'avez pas un peu la même fonction que l'avocat? Par exemple, si je crée une affaire et que je fais un pacte d'associés ou que je dépose les statuts de ma société, ça c'est l'avocat qui va me rédiger cela. Est-ce qu'en fait, dans le fond, vous n'avez pas des fonctions qui sont communes? Quelle est la différence entre le job de l'avocat et le job du notaire? Ben, nous avons des fonctions qui sont communes, bien sûr, mais on a surtout des points de vue qui peuvent être différents parce que, en tant que notaire, nous devons nous occuper des besoins de toutes les parties au contrat, alors que l'avocat est d'abord le mandataire du client qui l'a sollicité. Donc, nous avons un point de vue qui, par essence, par habitude, est un point de vue désintéressé, alors que l'avocat a un point de vue qui est celui d'un mandataire de celui qui l'a sollicité. Sinon, à peu près, nos formations sont égales et nos expériences sont différentes, puisque nous faisons des montages d'affaires, les avocats font des montages, mais aussi font des démontages, parce qu'ils participent à la procédure qui peut suivre des conflits. Nous ne les voyons pas, les conflits.
Bien sûr. Voilà. Vous apparaissez en fait en amont ou en matière de succession, où là, effectivement, le notaire intervient. Donc, c'est bien de l'avoir anticipé. Maître, je vous remercie pour cette interview. Je profite d'ailleurs d'être avec vous ici pour annoncer que vous avez depuis peu de temps une chaîne YouTube qui s'appelle Il y a du droit. Donc j'ai été regarder ce que vous faites. Ce sont des formats très courts, c'est très éducatif et j'ai trouvé que c'était passionnant. Bien sûr, je mettrai le lien en description de la vidéo. Merci à vous pour ce partage d'expérience et si on peut rester donc avec un conseil, si vous décidez de créer votre entreprise artisanale ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à contacter votre notaire. Vous voyez, ça ne les empêche pas du tout, ça fait partie de leur fonction et il y a toujours des conseils très précieux à aller chercher chez son notaire. Merci maître. Avec plaisir.